Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce plan Borloo tant attendu et enfin remis au Premier ministre ce matin. L'ancien ministre de la Ville fait des propositions choc pour les banlieues, mettre les quartiers en pointe sur le digital, former une élite issue des quartiers, investir de façon pragmatique et investir beaucoup, 48 milliards d'euros, l'ambition est là. Reste à savoir ce qu'en retiendra l'exécutif. Emmanuel Macron annoncera ses arbitrages le mois prochain. Le chef de l'État qui est accusé d'avoir mis au second plan ses banlieues. Les élus sont à bout. On a en tête la démission de Stéphane Gatignon, maire démissionnaire de Sevran, qui a dénoncé le mépris de l'État. Ce plan suffit-il à les rassurer? Qu'en pensent les responsables d'associations? Nous en débattrons sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Yves Deray à Virginie Leguet. Nous reviendrons notamment sur la série de consignes données aux profs par Jean-Michel Blanquer. C'est inédit. Le ministre de l'Éducation a publié aujourd'hui au journal officiel 4 circulaires qui donnent des instructions extrêmement précises sur la façon d'enseigner les matières de base, le calcul, la lecture, la grammaire. Ces détracteurs déplorent déjà la méthode et l'orientation idéologique de ces recommandations. Le professeur Blanquer fait-il la leçon aux enseignants? L'analyse de nos éditorialistes à suivre. L'entretien du jour, nous recevons Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, publie ce livre, Compte à rebours. Il y dresse un état des lieux de la situation géopolitique du moment et il s'interroge sur la place de la France et de l'Europe. Il nous dira justement ce qu'il a pensé de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Mais d'abord, ce plan Borloo, l'heure est à l'action, nous dit ce rapport. Il faut en finir avec les idées reçues sur ces quartiers qui auraient perçu trop d'argent. Utiliser les richesses de cette jeunesse sacrifiée, y faire revenir la République. Autant de points clés développés dans ce texte. On ne sait pas encore ce qu'en fera Emmanuel Macron, mais on va déjà s'interroger sur sa pertinence. Le point avec Samia Dechir. Il ne veut pas d'un énième plan banlieue. Le rapport Vivre ensemble, présenté ce matin par Jean-Louis Borloo au Premier ministre, propose une nouvelle méthode. Coordonner tous les acteurs bien au-delà du gouvernement pour lancer en urgence 19 grands chantiers. Parmi eux, l'emploi, avec le recrutement dans les quartiers prioritaires de la ville de 50 000 apprentis dans le service public et de 105 000 personnes dans l'armée et les services à la personne. Jean-Louis Borloo veut également relancer la rénovation urbaine en lançant d'urgence 400 projets de construction, destruction et réhabilitation déjà identifiés. Cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers mais qui est à l'arrêt depuis 4 ans. Donc ramener des grues partout, changer le visage des quartiers. Autre grand chantier, l'école. Le rapport propose entre autres des petits déjeuners et déjeuners gratuits dans les réseaux d'éducation prioritaires, la rénovation de 400 établissements. Mais il s'agit surtout de mettre l'école en lien avec tous les acteurs d'un territoire pour en faire une cité éducative. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc ça va être des magnifiques cités éducatives avec énormément de moyens humains et d'accompagnement, sport, culture, etc. Jean-Louis Borloo propose également la création d'une cour d'équité territoriale. Chaque responsable public devrait prouver devant elle, chiffres à l'appui, quels moyens ont été déployés pour réduire les inégalités d'accès aux services publics. Toutes ces mesures sont des préconisations faites à l'exécutif. Emmanuel Macron devrait annoncer fin mai ce qu'il compte retenir du rapport Borloo. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Asdine Taïbi, bonsoir, maire PCF de Stein en Seine-Saint-Denis, Nassira El Moadem, journaliste et directrice du Bondi Blog, un média en ligne spécialisé sur les questions de diversité, porte-voix des quartiers dits sensibles, Nathalie Lemarchand, géographe, professeur à Paris 8, Éric Mestralet, président de la fondation Espérance Banlieue. Vous avez publié avec Harry Roselmack Espérance Banlieue, un nouveau modèle d'école pour mieux lutter contre l'échec scolaire et les tensions communautaires. Merci à tous les 4 d'être ici. Pour bien comprendre l'esprit de ce rapport, je voudrais que l'on écoute tout de suite Jean-Louis Borloo qui vient de s'exprimer aux États généraux de la politique de la ville à Paris, dans le 19e arrondissement. Il nous dit très franchement ce qu'il a sur le cœur. Écoutez. Mais ce qui est dégueulasse dans cette affaire, c'est qu'on a fait croire quelque chose aux gens. Un espèce de déni manipulatoire. Et ça concerne... Ce gouvernement est trop jeune pour en être responsable. Donc on peut parler de manière tout à fait détendue. C'est un problème global des élites françaises. Ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est le scandale absolu de l'arrêt d'un programme du chantier civil, probablement le plus humain, le plus sympa de France, la rénovation urbaine, arrêté
sans que personne ne l'ait jamais décidé, par une succession d'indifférences et de désinvolture. Jean-Louis Borloo, qui est tout aussi sévère dans une interview accordée au Monde cet après-midi où il parle du drame de l'entre-soi. Je parlais en introduction de Stéphane Gatignon, maire démissionnaire de Sevran. Il a réagi à ce plan et il nous dit « Ce plan peut globalement changer les choses ». Est-ce que c'est aussi votre avis, Yazdine Taïbi ? Oui, c'est mon avis, à une condition que déjà on puisse avoir toutes les préconisations de ce plan et savoir ce que le gouvernement va pouvoir arrêter et acter sur ce plan. Mais globalement, sur le papier, ce rapport... Je pense que le rapport, j'étais cet après-midi aux États généraux de la politique de la ville. J'ai été aussi interrogé pour apporter ma contribution en tant que maire sur ce plan. Alors, j'aime pas trop parler de plan, de rapport, parce que je partage ce que dit Jean-Louis Borloo. Un énième plan, rapport, on est au 33e ou 34e, ne changera pas grand-chose. Il faut justement avoir une logique globale. Et je pense qu'au travers des préconisations qui sont proposées, il y a des pistes très intéressantes. Moi, je demande qu'une chose, c'est que maintenant, on puisse réellement se mettre au travail, on puisse travailler sur des champs extrêmement importants. Il a évoqué l'éducation, on pourrait évoquer l'emploi, on pourrait évoquer les questions de sécurité. Et jusqu'à maintenant, force est de constater que l'ensemble des plans qui ont été menés ces 30 dernières années n'ont pas été jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup d'annonces pour peu d'actes concrets. Donc là, il y a certainement une opportunité à saisir. Moi, en tant que maire, et je pense que c'est le cas de beaucoup de maires, quelle que soit leur sensibilité politique, dès lors que nous sommes maires des quartiers et des villes populaires, il y a un enjeu important, c'est de redonner de la dignité à ces populations, aux habitants de nos quartiers populaires. Et là, je sens très franchement que Borloo est allé beaucoup plus loin, propose un certain nombre de choses et c'est aussi inspiré et a pris en compte, je dirais, l'urgence sociale, a pris en compte la parole des élus, la parole des habitants, la parole des associations, même s'il reste encore beaucoup à faire. Nassira El Moadem, est-ce que vous vous dites « Ah, enfin, ça y est, on a peut-être un plan sérieux qui prend en main les quartiers » ? Bon, si on regarde la globalité, effectivement, comme le disait M. Taïbi, il y a des choses intéressantes. Maintenant, ce dont parle Borloo, Jean-Louis Borloo dans son rapport, dans son texte, c'est des choses qu'on a déjà lues, déjà entendues, que des acteurs de terrain disent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je l'ai lu dans le détail et j'étais frappée de me dire que finalement, en 2018, alors moi, j'ai que 33 ans, donc j'ai une mémoire qui est un peu courte par rapport à d'autres, mais quand même, les lectures, les sciences, les sociologues qui travaillent sur ces questions depuis des dizaines d'années, Renaud Epstein, Tobar Kirsbaum, il y en a plein en France qui travaillent sur ces questions, disent ces choses-là ou d'autres depuis des dizaines d'années. Donc je suis assez étonnée finalement qu'on s'étonne que M. Borloo, finalement, apporte des solutions qui ont déjà été égrenées. Il y a des choses intéressantes. Il y en a qui, pour moi, tombent un peu sous le sens. Sur la question de l'emploi et de la formation, par exemple. Quand il nous dit qu'il faut mettre le paquet sur les services à la personne, c'est des choses qu'on entend tous les ans. C'est rabâché en permanence. Il y a des choses qui m'inquiètent aussi, en revanche. L'Académie des leaders, par exemple. Ce nouvel sur le modèle de l'ENA, cette nouvelle école nationale de l'administration version quartier. Moi, ça me pose un problème parce que finalement, c'est reproduire ces politiques publiques qui sont des politiques publiques adressées uniquement aux gens des quartiers. Alors trop spécifique, trop ciblé. Nous, ce que nous disent les habitants quand on va les interroger et quand on fait des reportages, c'est qu'ils veulent tout simplement être dans la normalité. Ils veulent pas être des gens à part. Ils veulent tout simplement avoir le droit à ce que d'autres ont le droit dans la République. Et je pense que ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de réformer en profondeur l'École nationale de l'administration, comme d'autres l'ont demandé. Certains ont essayé, se sont un petit peu plantés. Mais je pense que ça aurait été dans le bon sens. Créer, encore une fois, des politiques publiques qui soient séparées dans le territoire national à l'adresse des habitants des quartiers, je ne crois pas que ça aille dans le bon sens. Nathalie Lemarchand, la question de la rénovation urbaine est évidemment fondamentale dans ce plan. Il en parle, c'est l'un des premiers chapitres. Une grande cause d'intérêt public. Les grues doivent revenir avant la fin de l'année, dit-il. Mais pour une fois, on a l'impression qu'on ne fait pas que changer le décor, que changer le cadre, parce qu'évidemment, ça n'a pas suffi jusqu'ici. Alors, c'est effectivement cette question des rénovations, de la rénovation urbaine ou de la réhabilitation urbaine, c'est une question importante. Mais c'est, comme on l'a souligné, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre depuis très très longtemps. Hein. Rappelons-nous quand même Roland Castro, banlieue 89. Banlieue 89. Donc, on est aujourd'hui en 2018. Donc, c'est effectivement des politiques qui ont été appliquées, qui ont été employées successivement.
Et ça amène la question de la hiérarchie des priorités, c'est-à-dire que dans le plan Borloo, donc il y a 19 points de mémoire, et donc le président va en choisir un certain nombre qu'il va hiérarchiser, qu'il va prioriser, et qui dit hiérarchisation, qui dit priorisation, dit budget mis sur ses choix prioritaires. Alors quand il dit qu'ensuite ça disparaît, oui, parce que après la question des budgets, la question des politiques, elle se dilite. Mais pour reprendre ce qui a été dit, je suis parfaitement d'accord sur l'idée de la globalité, d'une stratégie urbaine qui doit être globale. Et donc, ça veut dire justement que cette question de la hiérarchie des budgets ne doit pas être raisonnée comme elle a été jusqu'à présent, en prenant le point 2, donc la rénovation, si on met si on met 20 milliards sur la rénovation, ça veut dire qu'il restera que 20 milliards sur l'école, 18 autres points. Voilà. Et puis par ailleurs aussi, il y a un élément important qui me semble avoir à l'esprit, qu'il faut avoir à l'esprit. Vous avez dit, votre deuxième sujet, c'est le sujet de l'éducation. Et donc le ministre, là, vient d'envoyer un document à l'ensemble des instituteurs sur l'ensemble du territoire national, sur la façon dont ils vont devoir faire l'apprentissage scolaire. Du calcul, de la lecture. Etc. Et en même temps, on s'aperçoit, M. Borloo parle de cité éducative, on s'aperçoit donc justement dans ces questions de territoire, on a des élèves, moi j'enseigne à l'université Paris 8 à Saint-Denis, donc on a des élèves qui ont une richesse incroyable à nous apporter, qui ont des choses à nous dire. Et donc si on met un seul et même modèle éducatif, comment est-ce qu'on va tirer justement cette richesse ? Je vais juste terminer ce tour de table. Éric Mestralet, on ne vous a pas encore entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan ? On a l'impression que tout le monde émet des doutes, quand même. Autour de la table, oui, tout le monde a des doutes. Dans les médias, on est un petit peu tout le monde est un petit peu dans l'attente, donc c'est pas des doutes. Donc je pense que Jean-Louis Borloo, il a une faculté, une empathie pour embrasser ce sujet qui est complexe, sur lequel beaucoup de politiques se sont essayés et peu sont arrivés. Est-ce qu'il aura la possibilité d'emporter cette dynamique ? Dont lui, finalement. Dont lui, mais il était intervenu à un colloque qu'on avait organisé à l'Assemblée nationale. Il avait dit à propos de l'Indru qu'il était nécessaire de faire ce qu'il avait fait, mais que c'était pas suffisant, qu'il fallait traiter l'humain. Je vois dans le rapport qu'il veut traiter l'humain, et notamment ce qui est le plus en amont possible, c'est l'école, l'éducation. Donc on est en grande attente d'un certain nombre de solutions autour de ces sujets-là, sachant qu'il faudrait être un peu alternatif, disruptif, à trouver des vraies solutions pour que on ne reproduise pas des choses qui jusqu'à présent n'ont rien donné comme résultat. Oui, justement, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Effectivement, on dit il faut faire de l'humain, et ça fait des années qu'on dit ça. On a fait le bâti, il faut faire maintenant l'humain. Sur la question de l'éducation, justement, je trouve que les propositions qui sont faites par Jean-Louis Borloo n'abordent quasiment pas l'humain en réalité. Il y a beaucoup de choses autour de la réhabilitation, de la construction de nouveaux établissements scolaires. Il y a cette question de la stratégie globale de la cité éducative. Mais en revanche, les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui dans les établissements prioritaires, notamment en Seine-Saint-Denis, avec des grèves et des blocages d'établissements sur la question des moyens administratifs, par exemple, des personnels techniques, des professeurs aussi, parce que les dotations horaires globales qui sont proposées aujourd'hui dans les établissements scolaires, d'après les enseignants, ne sont pas suffisantes. Des postes de CPE, où on a des établissements scolaires aujourd'hui où il y a 700 élèves, où on a 2 postes de CPE pour faire le travail sur 700 élèves. Et toutes ces questions-là, elles ne sont pas du tout abordées par le rapport de Jean-Louis Borloo. C'est parce qu'il ne faut pas d'établissement de 700 élèves dans ces endroits. Alors juste un point, parce qu'évidemment les téléspectateurs n'ont pas lu ce plan, ou pas encore en tout cas. L'une des nouveautés de ce plan, en tout cas qui nous a marqué, c'est de s'attaquer aux inégalités dès le plus jeune âge, puisque vous parlez d'éducation. Lui, il propose dès la crèche. Un enfant de 4 ans issu d'une famille pauvre a entendu 30 millions de mots de moins et maîtrise 2 fois moins de mots qu'un enfant de famille aisée, nous dit ce rapport. Et pour y remédier, parmi les propositions, il y a tripler la préscolarisation à 2 ans en REP+, relancer les classes passerelles, créer 300 maisons d'assistantes maternelles et une aide périscolaire de 2 heures par jour de 3 à 6 ans. Là, on est dans le concret et on commence dès le plus jeune âge. Ça vous a frappé, vous aussi, Asdine Taibi ? Non, ces propositions n'ont pas frappé, elles sont plutôt intéressantes. Le constat ne me frappe pas puisque c'est une réalité qui existe. Par contre, ce que je voudrais vraiment préciser, et ça a été dit tout à l'heure par la collègue, la question des banlieues et la question des habitants, c'est pas d'avoir des politiques d'exception. Les habitants, comme nous les élus, on ne cherche pas forcément à rentrer dans des cases et avoir des politiques d'exception. Je pense qu'il faut mettre un terme à ces politiques d'exception qui forcément n'ont pas été suivis d'actes. Mais là, vous remettez en cause tout le plan en disant ça. Non, je ne remets pas en cause tout le plan. Je demande c'est une politique d'exception qu'il fait. Je demande simplement, à partir de ce que préconise Borloo, c'est de faire en sorte
que ce gouvernement, ce qui n'a pas été possible malheureusement les 10 dernières années, y compris depuis l'ère Sarkozy, c'est de faire en sorte que la banlieue n'a pas besoin d'un énième plan banlieue ou autre. La banlieue, les habitants ont besoin d'égalité républicaine, de droits communs. Et moi, je ne Mais est-ce cesse... que ça commence pas par et moi, une politique d'exception? Et moi, je ne cesse de me battre. On fait ça depuis 40 ans. Et moi, je ne cesse de me battre depuis des mois et des années, je ne suis pas le seul, à faire en sorte que nos quartiers populaires ont le droit d'obtenir des moyens comme n'importe quel quartier, que ce soit Levallois, que ce soit à Neuilly-sur-Seine ou autre part. Or, force est de constater que toutes les mesures de politique de la ville qui se sont, je dirais, mises en place ces 30 dernières années ont consisté à mettre en place des mesures, des actions d'exception. On n'est pas, je dis quoi parce que je suis maire d'une ville, j'habite dans cette ville, j'ai grandi, j'ai vécu, je vis en banlieue, etc. Vous faites partie des habitants. Exactement. On n'a pas besoin de politique d'exception, on n'a pas besoin d'être, je dirais, catalogué, stigmatisé, malheureusement comme c'est le cas encore aujourd'hui. On a besoin, les habitants ont besoin d'être reconnus, d'être respectés dans leur dignité, et ça passe par tout. Les politiques de droit commun, l'éducation, la sécurité, on pourrait en dire un mot, la prévention, la santé. Le logement, jusqu'à maintenant, on sait, les différentes politiques... Il en est question dans ce rapport aussi, d'ailleurs. La rénovation urbaine s'est beaucoup mobilisée sur la rénovation, sur l'urbain. Ouais. Et à un moment donné, il faut concilier l'urbain et l'humain en même temps. On ne peut pas désenclaver des quartiers, on ne peut pas créer de nouveaux espaces publics si à côté, on ne traite pas la question humaine, la question sociale, économique des habitants. Nathalie Lemarchand. Oui, alors je rebondis et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense que, par exemple, l'équipement, l'ENA des banlieues, c'est typiquement l'équipement qui me paraît être... Marketing alors peut-être pas marketing, mais aussi une façon à nouveau en fait de désigner l'exception donc de ces quartiers qui effectivement souhaitent être dans le territoire normal. Et j'ajouterai, par rapport à ce type d'équipement, vous en avez parlé dans une de vos émissions, il y a actuellement une situation de blocage, un certain nombre de difficultés dans nos universités. Donc plutôt que de construire un équipement qui serait dans ces banlieues donc pour une élite, puisque c'est ce qui est dit aussi dans le rapport, mettons plus de moyens pour que l'ensemble des universités, y compris les universités de banlieue dans laquelle j'enseigne, donc puissent offrir à l'ensemble de nos étudiants les moyens de suivre un cursus qui va ensuite les amener à pouvoir prendre leur place dans la société comme n'importe quel citoyen et citoyenne. Surtout que je voulais rebondir par rapport à l'Académie des leaders. Justement, les personnes qui vont être recrutées pour faire partie de cette Académie des leaders, ils vont ensuite rejoindre la haute fonction publique et la fonction publique, les 3 fonctions publiques. Ils auront même le statut de fonctionnaire et ils seront rémunérés. Comme le rapport. Avec le risque de quitter les quartiers populaires. Mais bien sûr. Donc on va laisser finir Nathalie Lemarchand. Je pense qu'en fait, il faut renverser le regard. C'est-à-dire que ce que souhaitent ces territoires, ces quartiers de la ville, de la politique de la ville, c'est d'être effectivement comme l'ensemble du territoire. Donc le travail, il ne doit pas être fait seulement, en tout cas, sur ces territoires. Et il doit être fait sur l'ensemble du territoire national. Il faut qu'on renverse le regard que l'on a sur ces territoires. Là où je m'interroge dans ce que vous me dites tous, c'est que pour renverser le regard, comme vous dites, et lutter contre les discriminations, les clichés, les idées reçues, est-ce que ça ne commence pas, justement, Éric Mestrallet, je vais me tourner vers vous, par une politique d'exception? Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par là pour changer les états d'esprit? On ne changera pas comme ça. C'est 30 ans qu'on fait. Éric Mestrallet, peut-être. Moi, je pense que il faut considérer que il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. C'est pas une question de moyens, à m'en semble-t-il. Beaucoup de moyens ont été déployés. C'est peut-être qu'il faut mobiliser autrement ces moyens. J'ai évoqué tout à l'heure des écoles qui sont, pour moi, beaucoup trop importantes en termes de taille pour pouvoir bien adresser véritablement cet humain. Je ne pense pas qu'une école... Moi, je pense que les écoles doivent être plus petites pour pouvoir être une espèce de grande famille dans laquelle l'enfant puisse, en protection, en confiance, puisse grandir, par exemple. Une espèce de démarches qui sont très globalisantes, qui peut exister, me semble dangereuse. Voilà. Et c'est peut-être, il faut changer le regard, il faut changer les modalités d'intervention. Voilà. C'est vrai d'ailleurs dans les quartiers comme ailleurs, mais c'est vraiment des changements de regard et des dispositifs qu'il faut apporter aujourd'hui. Sur la question des moyens, moi, je pense qu'au contraire, il y a un vrai problème de moyens. On nous a 48 milliards sur 10 ans, 5 milliards par an. Alors, ça vous paraît... Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le budget politique de la ville, 2018, il est de quoi? 150 millions d'euros 150 millions d'euros, hormis l'ANRU. L'ANRU qui est bloqué, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui est complètement bloquée. Donc c'est 150 millions d'euros en 2018 pour 5,5 millions d'habitants. Faites le calcul. Ça fait 70 euros par an, par habitant.
Donc on ne va pas nous faire croire qu'il y a énormément d'argent qui est déversé chaque année pour les habitants des quartiers prioritaires. Et ce que propose ce plan, c'est beaucoup plus, justement. Mais bien sûr, non, mais c'est très bien. Donc je voulais juste réagir sur la question. On a déjà trop versé. On n'a pas assez déversé d'argent. Et les moyens n'ont pas été. J'ai dit beaucoup. J'ai dit qu'il faut aussi réfléchir à la modalité d'utilisation des moyens. Et c'est un peu plutôt ce regard-là que j'essaie de porter. Et sur la question de l'éducation, effectivement, il y a un manque d'établissements scolaires, surtout dans le secondaire, dans les quartiers prioritaires, notamment en Seine-Saint-Denis. Il y a des établissements qui vont être créés et ça ne sera pas suffisant. Il va falloir continuer puisque la démographie est galopante. On est sur des territoires, notamment en Seine-Saint-Denis, très jeunes. Donc il va falloir que les établissements et les infrastructures suivent. Maintenant, sur la question de la réforme de l'éducation, moi je pense qu'il y a un problème de moyens, encore une fois, et de dire qu'il faut, par exemple, innover dans la pédagogie, ce que dit d'ailleurs, ce préconise le rapport, moi ça m'inquiète parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si c'est pour donner la question de l'éducation, la question de l'enseignement, de l'apprentissage à des structures qui sont peu, voire pas assez, pour moi, contrôlées, et pardon de le dire, mais je le pense pour la question des écoles Espérance banlieue que représente aujourd'hui Mestralet. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Nous avons eu 15 inspections en 1 an et demi. C'est beaucoup plus que la moyenne. Il y a des plaintes, par exemple, de parents qui ont été déposées, s'agissant, par exemple, d'Espérance banlieue à Marseille. Il y a des vrais plaintes sujets. qui ont été classées sans suite. Ouais. Enfin, on va éviter peut-être les attaques sujets, personnelles. Bon, c'est un vrai sujet, la question de la pédagogie. Je voudrais juste vous lire la réaction de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le contenu de ce rapport est positif, bien sûr, nous dit-il, mais il est malheureusement en totale contradiction avec toutes les décisions prises depuis 1 an par le président de la République et son gouvernement. Baisse du nombre d'emplois aidés, baisse des subventions politiques de la ville, suppression des APL, affaiblissement des offices HLM. On va aller vérifier cela tout de suite avec une personne de terrain. Nora Hamadi, vous êtes aux états généraux de la politique de la ville, au gymnase Jean Jaurès à Paris. À vos côtés, la responsable d'une école de cirque pour enfants à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Et elle peut témoigner du fait que c'est de plus en plus difficile de travailler. Effectivement, hein, Rebecca, je suis avec Néouza Tomazi. Alors Néouza Tomazi, elle est à Chanteloup-les-Vignes, elle a une école de cirque et de création théâtrale. Néouza, elle travaille dans ce quartier depuis 25 ans. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais on en discutait tout à l'heure. Néouza, vous diriez que la situation, elle a quand même globalement empiré, que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile. La situation elle est différente aujourd'hui. C'est pas le même phénomène que nous avons avant, mais c'est sûr qu'on est dans une bombe à retardement et que la violence commence bien plus tôt, c'est assez précoce et qui peu à peu on prépare une vraie explosion des quartiers. Vous diriez qu'il y a des solutions qui ont été apportées aujourd'hui via cette présentation du rapport de Jean-Louis Borloo, le plan banlieue, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'associatif sur le terrain? Évidemment qu'on a apporté des réponses, mais nos attentes, c'est vraiment réinvestir l'espace public, recréer le lien dans les quartiers, avoir la présence des adultes qui puissent sortir, des nouveaux animateurs, d'éducateurs spécialisés qui, là aussi, investissent la rue et qui un peu moins de temps de bureaucratie pour les associations parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des dossiers, à attendre des appels à projets, de répondre à des appels à projets et après ne pas savoir quand la subvention va arriver et préparer des bilans. Et tout ce temps-là, évidemment, ça nous empêche d'être dans la rue et d'agir vraiment dans les territoires. Vous diriez qu'il y a quand même rapidement donc eu un abandon de cette jeunesse dans les quartiers? Oui, il y a eu un abandon de cette jeunesse, évidemment, depuis longtemps, mais là, c'est vraiment un grand vide. Merci beaucoup de votre témoignage. Voilà, donc et c'est effectivement ce qu'on a entendu toute cet après-midi ici à Paris au gymnase Jean Jaurès. Rebecca. Merci beaucoup Nora Hamadi et merci à votre invité d'avoir accepté de répondre à vos questions, d'autant plus que ça fait réagir en plateau ici. Non, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit puisque je le vis au quotidien. Et on a vraiment le sentiment d'un abandon. Elle parle de bombe à retardement. Bombe à retardement, bien sûr. Il y a une urgence sociale, on le voit bien. Et derrière l'urgence sociale, s'il n'y a pas de réponse forte, mais de réponse y compris durable, c'est l'explosion. Je le dis très clairement, je suis très tranquille là-dessus, c'est l'explosion, y compris dans ma ville, mais comme dans d'autres territoires. Il y a une situation très tendue. À quoi vous pensez quand vous parlez d'explosion? Je finis. Il y a une situation d'urgence sociale, une situation extrêmement difficile en termes de précarité. Comment on peut accepter que dans une société comme la nôtre, on mette des familles à la rue? Voilà. Moi, j'ai mis en place des arrêtés anti-mise à la rue depuis de nombreuses années. À chaque fois, je suis traduit en justice. Je trouve ça, je dirais, impensable, hallucinant de mettre des familles à la rue, des enfants à la rue. Et après, on vient nous vendre un certain nombre de projets en disant il faut intégrer les enfants, il faut justement travailler dès la maternelle.
Et on met des enfants dans la rue. Je finis, autre chose. Tout à l'heure, Monsieur Troussel, vous avez repris un passage, il a entièrement raison quand il dit que depuis un an, nous subissons des baisses dans un certain nombre de choses. Je dirais même plus depuis un an. Il faudrait aussi intégrer le fait que le quinquennat précédent avait déjà, je dirais, engagé une politique, je dirais, de destruction des services publics, de baisse des dotations. Moi, j'ai mené la bataille dès 2014 contre la baisse des dotations aux collectivités locales sous la forme déplumée de l'austérité. Donc malheureusement, les politiques d'austérité ont des conséquences encore plus gravissimes dans les quartiers populaires. Et ces politiques d'austérité, ces politiques de suppression des services publics existent malheureusement depuis plus de 10 ans. Donc là, il y a vraiment une urgence. On est certainement à la croisée des chemins si ce gouvernement prend à bras-le-corps cette question et si, en effet, l'ensemble des ministres considèrent que la banlieue fait partie de la République. C'est maintenant ou jamais, Nathalie Lemarchand ? Oui, je le pense aussi tout à fait. Je reprends les mots sur la crise sociale, l'urgence sociale qu'il y a dans ces quartiers, dans ces territoires, dans ces villes. Et je crois que c'est maintenant effectivement qu'il faut sentir au-delà de la rénovation urbaine qu'on a évoquée, donc la nécessité de prendre à bras le corps la question de l'humain. Et je reviens sur cette idée. Alors, ce qu'a évoqué la personne effectivement sur la question du projet, on est aujourd'hui dans une politique de projet. Mais que ce soit pour les municipalités, que ce soit pour les établissements publics, que ce soit pour les collectivités. En fait, le transfert de compétences s'accompagne toujours d'une absence de moyens ou de la nécessité de devoir remplir des projets, déposer des projets pour avoir des financements. Non. Et pour revenir sur la question du regard extérieur, parce que je pense que vraiment c'est une façon. Alors, ça implique effectivement une grande réflexion, mais on pourra mettre beaucoup de moyens sur ces territoires, sur ces quartiers, mais lorsqu'un de nos étudiants continue à écrire pour avoir un job en mettant une adresse qui est stigmatisée, quel que soit... Là aussi, il y a des propositions sur ce thème. Oui, il faut effectivement qu'on travaille sur cette inclusion. Et donc, on travaille aussi sur les autres territoires pour reconnaître la richesse de ces quartiers. Ce que disait la dame était très juste, ça fait partie effectivement des propositions du rapport, cette question de toujours, lorsque les associations veulent des financements, veulent des subventions, elles doivent remplir un appel à projet. C'est extrêmement chronophage pour les associations. Trop de bureaucratie. Mais on ne se rend même pas compte. On se rend pas compte à quel point c'est chronophage, parce qu'il y a des associations qui reposent uniquement sur un salarié. C'est du temps perdu sur le terrain. Aucun salarié, uniquement sur des bénévoles, et effectivement après c'est du temps perdu pour leur cœur de métier, qui est de faire de l'insertion sociale, etc. Donc ça c'est une première chose, c'est plutôt bien. Mais ça fait quand même des années que les acteurs de terrain le réclament. La deuxième chose, c'est sur la question des emplois aidés. Moi, ça m'inquiète beaucoup. On est passé, il y a 2 ans, à 400 000 emplois aidés. Là, cette année, on est à peu près 150 000. Ça va sûrement encore descendre en 2019, d'après les dernières discussions budgétaires. Le problème, c'est que les emplois aidés ont été complètement transformés. Aujourd'hui, on va demander aux structures, et notamment aux associations qui vont avoir recours aux emplois aidés, de faire de la formation et de faire de l'insertion. Comment des structures associatives qui n'ont quasiment aucune masse salariale pour beaucoup d'entre elles vont pouvoir faire ce travail-là? C'est impossible. Et donc, du coup, elles ne pourront plus avoir recours à ces emplois aidés. Et enfin, sur la question de l'explosion sociale, c'est pas une bombe à retardement, c'est maintenant. Dans les établissements. Mais je vais être très concrète avec vous. Il suffit d'aller lire le Bondi Blog. On ne fait que ça, de rencontrer des enseignants, du personnel enseignant dans les établissements scolaires. On fait des enquêtes, on raconte qu'il y a des gamins qui vont dans les établissements scolaires munis de marteaux, munis de couteaux, qui agressent certains enseignants, qui agressent certains élèves. C'est la réalité de nos territoires. Alors évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais aujourd'hui, il y a une telle tension, un tel manque d'humains, de moyens matériels, d'infrastructures adaptées, de professeurs qui puissent remplacer les professeurs absents, qu'on se retrouve dans une situation qui est catastrophique dans certains de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux enseignants se mettent en grève régulièrement pour protester à la fois contre ce manque de moyens et surtout, malgré tout, contre le manque de réponse aujourd'hui de l'éducation nationale face à ces problèmes. On a bien compris l'urgence. Éric Mestrallet, vous aurez le mot de la fin. L'urgence, elle est principalement éducative et je suis complètement d'accord. J'ai dit qu'il y avait des moyens qui existaient, qu'il fallait des réaffectations de moyens, me semble-t-il. Il y a d'autres il y a une manière un peu alternative, je pense, d'aborder les problèmes aujourd'hui. C'est un peu, moi, ce à quoi j'appelle, à l'intérieur du plan Borloo, la manière de faire. On a connu beaucoup d'échecs, hein, à mon sens. Donc, il faut peut-être regarder les choses un petit peu autrement, de manière novatrice. Et c'est peut-être ça que doit permettre la mobilisation d'hommes un peu différents et nouveaux. Et vous partagez le constat sur la bombe à retardement? C'est plus du retardement, c'est urgent, c'est maintenant qu'il faut faire, oui.
Et j'espère que nos téléspectateurs l'ont bien compris. Merci à tous les 4 d'avoir participé Merci à à ce vous. grand débat. Merci beaucoup. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur Public Sénat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Yves de Ray à Virginie Leguet. Nous allons notamment revenir sur les consignes de Jean-Michel Blanquer adressées aux enseignants. Le ministre de l'Éducation publie aujourd'hui ses recommandations pour élever le niveau de lecture et de calcul des écoliers. Certains disent déjà qu'il fait la leçon aux profs. On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Maud Guillaume. Les recommandations portent même sur le choix du cahier. L'objectif de ces circulaires, redresser les résultats scolaires des écoliers en baisse depuis plusieurs années. En français, Jean-Michel Blanquer préconise 2 exercices d'écriture de 15 minutes par jour. Autre directive, une dictée quotidienne de 10 à 15 minutes. 3 heures par semaine dédiées à la grammaire et au vocabulaire. Enfin, le ministre conseille 5 à 10 livres étudiés dans l'année pour les élèves du CP au CE2. Côté mathématiques, pas de répit non plus pour les petits français. Les textes publiés demandent qu'un élève sache compter jusqu'à 30 en fin de grande section de maternelle. Au CP, les écoliers doivent connaître l'étape d'addition par cœur. Enfin, il est demandé aux enseignants de consacrer 15 minutes de calcul mental par jour. En plus des 4 circulaires, Jean-Michel Blanquer donne ses directives dans un guide de 130 pages dédié à l'apprentissage de la lecture au CP. Il incite les enseignants à proposer des phrases résistantes aux élèves, comprendre plus complexes. Le guide préconise aussi des entraînements particuliers en petits groupes pour les élèves qui auraient du retard sur la lecture. Enfin, le ministre de l'Éducation prend position sur la méthode d'apprentissage. Il choisit la syllabique, c'est-à-dire apprendre aux élèves à associer les sons des lettres pour former des mots. Dans une interview au Parisien, le ministre de l'Éducation explique ne pas vouloir homogénéiser les pratiques, mais plutôt créer un socle commun pour les enseignants. Et d'ajouter que la liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Yves de Ray, bonsoir, rédacteur en chef Parisien Week-end, dont on va voir la une de ce week-end. Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Merci à vous également d'être ici. Le Parisien, justement, qui titrait ce matin « Le ministre siffle la fin de la récré », allusion à la méthode Jean-Michel Blanquer. Il se pose en prof, il outrepasse son rôle. Yves de Ray, vous êtes d'accord avec ces critiques ? Écoutez, je crois pas, non. J'entends effectivement les voix syndicales qui s'élèvent pour dire que il faut laisser la liberté aux enseignants, etc. Mais bon, il y a un constat quand même, c'est que l'école en France recule d'année en année depuis un certain temps maintenant. Et que les enseignements fondamentaux, en effet, ne sont pas maîtrisés par beaucoup de jeunes qui arrivent au collège sans avoir des bonnes notions d'orthographe, peu de grammaire, etc. Donc, Jean-Michel Blanquer a décidé de faire un livret. D'abord, c'est pas coercitif, c'est-à-dire qu'il propose ce livret, et puis les enseignants feront ce qu'ils voudront avec. Mais finalement, des années après la réforme Robien qui avait capoté sur, par exemple, la lecture et la méthode syllabique, Blanquer la remet au goût du jour. Et c'est vrai que quand on a des enfants et quand on travaille avec eux, et quand on a travaillé avec eux la lecture et la grammaire, etc., on se dit quand même que ça semble être juste un peu de bon sens. Moi, ça me paraît pas révolutionnaire. Et après, c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance à ce ministre qui semble, pour le coup, bien connaître son sujet. Donc, je pense que après, le calcul politique, on le voit aussi derrière. Il y a, certes, les profs sont pas très contents, mais il y a plus de parents d'élèves que de profs en France, je crois, et les parents d'élèves sont, eux, très contents. Alors quand même, pour vous illustrer ces réactions des syndicats, effectivement, la co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat national unitaire des instituteurs parle d'un manque de confiance envers les enseignants et d'une marque d'excès d'orgueil. Virginie Leguet, que pensez-vous de cette méthode ? Elle a le mérite d'être carrée. Et contrairement à ce que dit Yves de Ray, je ne pense pas que les instituteurs qui vont recevoir ce livret pourront faire ce qu'ils voudront, parce que c'est extrêmement clair. C'est entre une méthode qui ne marche pas, la méthode globale, et une méthode qui a fait ses preuves, la méthode syllabique, le choix est clair. Et il va jusqu'à même donner le titre du cahier qui devra être utilisé, grand carreau, marge à gauche. Je ne suis pas sûre que ça laisse une grande latitude aux enseignants, aux instituteurs, parce qu'il s'agira d'instituteurs. Oui, et je peux entendre
leur indignation, ils s'insurgent en leur disant qu'on les prive de liberté pédagogique. On ne les prive pas de liberté pédagogique, on les fait revenir à, dans le fond, ce qui est très classique, c'est-à-dire la méthode la plus simple pour apprendre à lire, pas qu'à lire simplement, à compter, à écrire. C'est vraiment, moi j'ai l'impression de retrouver le discours que tenait Chevènement en son temps. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'autre critique, c'est de dire que ces consignes sont très teintées idéologiquement, très conservatrices, et qu'en gros, Jean-Michel Blanquer, il est un peu vieille école, quoi. Oui, c'est de tout temps. On nous a expliqué que il y avait la modernité, c'est effectivement apprendre à lire sans connaître la méthode syllabique et on a la méthode globale, etc. Que sur la grammaire, moins on fait de grammaire et plus on est moderne et tout ça. Mais en même temps, il se trouve quand même que quand on est un jeune qui va être amené à devenir collégien puis lycéen, on va devoir lire les classiques. Pour lire les classiques, il faut bien avoir le vocabulaire, il faut bien comprendre ce que c'est que la grammaire, ce que c'est que le subjonctif ou le passé simple. Donc tout ça, ce sont des acquis qui sont absolument nécessaires pour ensuite pouvoir affronter les difficultés des études supérieures. Donc franchement, qu'on décide juste que les enfants doivent être en possession des bases, de les maîtriser, c'est même, je trouve, assez égalitaire au fond. Moi, je trouve que c'est même peut-être profondément de gauche. C'est pas spécialement... Mais oui, parce que pour que tous les enfants soient armés de la même manière, ceux qui ont des parents qui, effectivement, vont leur faire lire, vont leur lire des histoires, des contes de Charles Perrault le soir, etc., et bien écrits, avec des temps différents, etc., ceux-là, ils vont réussir. Et puis les autres, qui ont des parents qui ne sont pas capables de leur transmettre ces savoirs-là, ils vont se retrouver en grande difficulté après. Et la sélection va se faire. Donc moi, je trouve qu'on a tort de vouloir idéologiser ce débat de cette manière-là, en tout cas. C'est caricatural. Ce qui se passe depuis 20 ans, pour ne pas remonter trop loin, c'est que les élèves intelligents, les bons élèves, se sortent de tout. Et donc ils réussissent parce que cela, peu leur importe qu'on leur donne une méthode ou une autre, ils pigent, ils avancent et ils se débrouillent tout seuls. Mais les autres, ceux qui ont vraiment besoin de bases extrêmement solides et extrêmement concrètes, ils passent peut-être de classe en classe, mais avec des lacunes énormes. Et ces lacunes, un jour, sont irrattrapables. Donc moi, je trouve effectivement que la façon de dire, ça s'adresse à tous. Et ça sera comme ça et pas autrement. C'est une façon de dire un élève ou un autre. Un élève qui a des difficultés et un qui n'en a pas, ça vaut exactement la même chose. Ça sera la même chose pour tout le monde. Et la même chose pour tout le monde, ça permet à tout le monde d'avoir un socle de connaissances élémentaires qui permettent après d'engager des études plus sérieuses et plus poussées. Allez, on passe à l'autre thème de ce match, le deuxième, le dossier Notre-Dame-des-Landes, qui va peut-être enfin connaître son épilogue. Le Premier ministre a confirmé une pause dans les expulsions. Il accorde du temps aux démarches de régularisation. Édouard Philippe indique que la préfète convoquera le 14 mai et non plus le 6 juin le comité de pilotage qui analysera les dossiers déposés par les 28 zadistes. Un geste très mal vu à droite. Écoutez, Laurence Saillet, porte-parole du parti LR, elle était l'invitée de Public Sénat ce matin. Nous autorisons des occupants illégaux qui sont restés sur le territoire pendant des années de manière illégale, à y rester contre la signature d'un simple document et d'un projet. Pensez-vous qu'il y ait là un esprit de respect d'autorité de l'État ? L'autorité de l'État, elle n'existe pas sur ce dossier. L'État a complètement reculé. Voilà donc ce qu'en pense la droite. Et regardez maintenant la réaction des opposants de la ZAD interrogés par l'agence France Presse. Le gouvernement semble incapable de sortir de cette logique de chantage à l'expulsion et à l'ultimatum qui ne permet pas de construire un vrai dialogue et qui n'est pas propice à un retour au calme. Voilà, on a deux versions, un exécutif trop indulgent, trop conciliant, voire laxiste d'un côté, et un autre son de cloche qui nous dit au contraire un gouvernement très autoritaire. Yves Deray, on ne sait plus quoi croire. On est dans le en même temps. Voilà. On se met tout le monde à dos en même temps. C'est sans doute que ça veut dire que la ligne du gouvernement est la ligne de crête qu'il essaye depuis le début dans cette affaire de suivre. D'abord par ce rapport qu'il avait commandé, et puis effectivement le retrait du projet d'aéroport, mais en même temps le retrait des zadistes de la zone. Donc
voilà, le gouvernement essaye d'avancer, courageusement quand même, dans un dossier qui est compliqué et sur lequel tout le monde s'est cassé les dents avant lui. Mais on a le sentiment parfois qu'on n'en sortira jamais, quoi. Je lisais ce matin, moi, encore une ancienne zadiste qui trouve que la position de ses petits amis est trop radicale et du coup elle est interdite sur la zone, elle est interdite par ses amis. Par les autres zadistes. Donc il y a une forme de radicalité et j'ai l'impression comme ça qu'on va être dans le bras de fer permanent pendant tout le quinquennat. Presque un jeu de posture. Oui, j'ai l'impression. Virginie Leguet, est-ce que là on atteint les limites du en même temps, comme le dit un peu Yves de Rais? Non, on veut contenter tout le monde, puis finalement... Moi, je ne pense pas, non. Je pense que réellement, la ZAD va être évacuée, elle l'est déjà largement. Réellement, il va y avoir des dossiers qui vont être acceptés, et ça sera tout l'enjeu, même pour la suite, parce que ça permettra de séparer ceux qui veulent réellement s'installer de bonne foi et travailler, et qui auront des projets nominatifs, parce que c'est ça qu'on leur demande. Ouais. Des projets nominatifs clairs, transparents, avec des vrais états civils. Et puis, tous les zadistes professionnels qui se promènent de ZAD en ZAD et qui font de la guérilla constante et qui, eux, vont aller jusqu'au bout. Mais une fois que ceux qui auront reçu leur autorisation l'auront eu et qui pourront s'installer, qui pourront envisager un avenir, qui pourront voir quelles seront les terres qui leur seront accordées et à quelles conditions, il va y avoir, j'allais dire, une élimination par l'intérieur. Ceux qui vont être autorisés à rester n'auront plus envie qu'on vienne indéfiniment semer le désordre sur une zone qu'eux, ils auront envie de cultiver, sur laquelle ils auront envie de vivre en paix. En fait, il y a ceux qui veulent vivre en paix et travailler, et ceux qui veulent vraiment les professionnels du désordre, les extrémistes, et qui trouveront une autre zone, peut-être. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement est si vigilant à ce que le feu ne reprenne pas dans les autres ZAD. On a bien vu que Bure, ils ont pris des décisions tout de suite. Il faut vraiment éviter que la broussaille s'enflamme. Mais pour autant, non, moi je crois que l'affaire est en train d'être résolue. Et le fait de leur donner un nouveau délai, c'est une façon de leur dire, bon, on ne vous met pas trop la pression, on a fixé un calendrier, on n'est pas non plus ultra pressé, prenez bien le temps de faire vos dossiers, et puis surtout comprenez bien qu'après ça sera fini. Et après, je pense que ça sera fini. Moi, vous êtes très optimiste parce on fait un petit pari, on se revoit dans quelques mois. Avec plaisir, sur ce même plateau, s'il vous plaît. Je prends le pari. Mon chéri, on fait un petit pari. Mais je suis très partant pour ce pari et un bon restaurant. Parce que malgré tout, je pense malgré tout que les plus radicaux dont vous parlez, Virginie... C'est ceux-là, c'est bien ceux-là. Oui, ceux-là, ils prennent cette position de trêve, etc., dans les expulsions, comme un encouragement à continuer, à poursuivre le combat. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué pour dans ce genre de situation. C'est vrai que quand on dit, OK, on fait ça, on se retire, et ensuite fermeté, et on laissera pas, l'état de droit reprendra tous ses droits, et que finalement on a un peu du mal à le faire, et à composer avec cette réalité-là, et bien d'une certaine manière quand même on encourage, à mon avis, les plus extrémistes. Donc je pense que il y a une instrumentalisation politique de cette affaire, c'est évident, et donc c'est un beau verre dans le fruit, qu'on va continuer à nourrir ce verre-là, donc je crains que ça dure. Mais vous oubliez que les forces de l'ordre sont présentes, qu'elles ont, voilà, on voit les images, qu'elles ont déjà détruit des dizaines et des dizaines de squats, qu'elles vont continuer à le faire et qu'elles vont les empêcher de se réinstaller. Donc il y a un moment où matériellement, j'allais dire presque concrètement, ils ne pourront plus revenir. Et ceux qui vont s'installer, ils vont occuper une partie des terres, et ceux qui voudront juste, j'allais dire, semer le désordre, ils ne pourront plus le faire. Je serais heureux d'avoir tort. On verra. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, les forces de l'ordre sont amenées à rester quelque temps, le temps de dissuader tous ceux qui voudront revenir faire de la bagarre, de le faire. Peut-être que ça ne marchera pas, mais moi, je veux croire que cette méthode-là, parce qu'elle viendra aussi de l'intérieur même des zadistes. Il y a une partie disons des authentiques qui voudront se débarrasser des autres parce que ça va leur polluer la vie au quotidien. Et le pari est lancé. Dernier sujet de ce match, c'est la nouvelle sortie de François Hollande sur Emmanuel Macron. Hier soir dans Quotidien, l'émission sur TMC, à la question de Yann Barthès, Emmanuel Macron est-il le président des riches? Écoutez ce qu'il répond, écoutez ensuite la réaction d'Édouard Philippe ce matin. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse? Je pense que François Hollande est amer. Et je pense que l'amertume, c'est un poison de l'esprit. Alors, quel est votre avis? Quel est votre regard sur cette sortie de François Hollande hier soir sur TMC? Elle m'attriste un peu parce que
Jusqu'à présent, enfin moi j'avais plutôt une opinion plus indulgente que la moyenne sur François Hollande. Je trouvais qu'il avait plutôt bien agi en n'allant pas dans la compétition présidentielle, parce que sa candidature faisait prendre le risque au pays d'avoir un second tour entre François Fillon empêtré dans des affaires et Marine Le Pen. S'il s'était présenté, je pense qu'il n'y aurait pas eu de candidat de gauche au second tour de la présidentielle et qu'on pouvait avoir vraiment un second tour très dangereux. Donc je trouvais cette attitude très responsable et respectable d'une certaine manière. Là, il retombe dans tous les errements, au fond, de nos anciens présidents de la République, depuis le général de Gaulle, si l'on accepte ceux qui sont tombés malades, qui ne savent pas être anciens présidents. Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était retrouvé à être candidat à Clermont-Ferrand, à la mairie, battu par Roger Quillot, etc. Donc se ridiculisant, voulant faire des retours à plusieurs reprises, etc. Nicolas Sarkozy, évidemment, n'en parlons pas, puisqu'il a été candidat aux primaires de la droite, battu au premier tour. Il a essayé de revenir. Il a essayé de revenir. Et puis voilà, François Hollande, maintenant, qui fait de la petite politique politicienne. Alors certes, la formule est amusante. On sait qu'il sait faire des formules amusantes. Mais moi, j'avais le sentiment quand même que cette position d'ancien président de la République pouvait lui permettre de donner son point de vue sur des grands sujets internationaux, etc. Or là, voilà, il descend dans l'arène avec des petites phrases vengeresses. Et je trouve ça assez minable. Je voudrais juste vous lire, même au PS, les propos de François Hollande et le contenu de son livre « Les leçons du pouvoir » suscitent énormément de critiques. Regardez ce que dit Martine Aubry dans un entretien accordé à La Voix du Nord. C'est un livre d'auto-justification dans lequel s'exprime une certaine aigreur. Là aussi, le mot aigreur. C'est attristant, dit-elle. Tout ce qu'il dit est totalement ridicule et contradictoire. Virginie Leguet. J'irai pas jusqu'à dire ridicule et contradictoire comme Martine Aubry qui ne s'est jamais entendue avec François Hollande. Pour autant, pour avoir lu son livre et pour l'avoir entendu hier soir, il y a il y a un principe de réalité que François Hollande n'a pas intégré. Il n'a pas pu se représenter. Aujourd'hui, il présente ça comme un sacrifice. La vérité est tout autre. Il était dans l'incapacité politique de se représenter. Il était tellement désavoué, son bilan était si critiqué, il était si faible dans les sondages qu'il n'a pas pu se représenter. C'est quand même le premier président de toute la Ve République qui n'était pas en capacité politique de se représenter. Une fois qu'on est dans cette situation-là, un peu de modestie, on ne vient pas donner des leçons à celui qui a été élu, on ne vient pas indéfiniment remuer le couteau dans la plaie. Je suis sûre que François Hollande a été déçu de ce qu'il doit appeler en privé, quasiment public, d'ailleurs, la trahison d'Emmanuel Macron. Je suis sûre qu'il ne s'y attendait pas, qu'il ne l'avait pas vu venir. Et il ne la digère pas. Et il ne la digère pas. Mais il faut savoir dire au revoir, il faut savoir vivre une autre vie, il faut savoir éviter de salir un quinquennat qui, somme toute, a été choisi par les Français. Ils ont décidé, eux, de voter pour Emmanuel Macron. Et il faut savoir en tirer les conséquences pour soi-même. Il y a une vie après la politique. François Hollande n'a pas l'air de le comprendre. Il laisse même entendre qu'il pourrait se représenter, ce qui alors là est le comble du comble, qui me rappelle son âge, François Hollande, qui me rappelle même son bilan, qui me rappelle la façon dont ses interventions sont entendues en ce moment. Il ne pourra pas se représenter, quand bien même le voudrait-il, ce qui serait une folie. Mais Emmanuel Macron, qu'il le laisse vivre sa vie politique. S'il l'aime pas, qu'il se taise. S'il n'aime pas ce qu'il fait, qu'il se taise aussi, mais qu'il le laisse vivre. Et puis qu'il vienne faire le bilan quand on pourra faire un bilan, mais pas au bout d'un an seulement de mandat, alors que les Français eux-mêmes, d'ailleurs, sont au milieu du gué. C'est-à-dire qu'ils peuvent être déçus d'un certain nombre de mesures dont ils ne perçoivent pas encore les effets pour eux. Mais attendons de voir. Et là, il pourra intervenir, disons, avec de la hauteur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, publie ce livre, Compte à rebours, dans lequel il dresse un état des lieux des multiples défis actuels de notre monde. Il apporte des pistes de réflexion. Il nous dira d'ailleurs si la France d'Emmanuel Macron va dans la bonne direction, à commencer par la diplomatie présidentielle que l'on a encore vu s'illustrer lors de cette visite d'État aux États-Unis. Julie Hulin. Une visite très médiatique, celle d'Emmanuel Macron, premier dirigeant étranger auquel Donald Trump accorde l'honneur d'une visite d'État. Il y a d'abord l'image, celle d'une longue danse protocolaire, entre poignées de main, accolades, visite du Martin Luther King Memorial, plantation d'un chêne dans les jardins de la Maison-Blanche et faste d'un dîner d'État. Une grande proximité affichée. Puis au troisième jour est venu le temps des mots. Un discours devant le Congrès américain ponctué d'ovations, où Emmanuel Macron a plaidé haut et fort la cause du multilatéralisme et de l'environnement.
La visite s'est clôturée hier soir par un échange avec les étudiants de l'université George Washington. Bras de chemise, humour et là encore, standing ovation. Une opération séduction finement menée. Mais pour l'instant, bien peu d'avancées diplomatiques. Aucune garantie sur le commerce, encore moins sur l'Iran. Emmanuel Macron parle lui d'avancées réelles, revendiquant un travail long et patient. Et on va aller plus loin sur ce sujet. Dans l'entretien du jour, nous recevons ce soir Hubert Védrine. Bonsoir, ancien ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez donc ce livre, Compte à rebours, aux éditions Fayard. On va parler de ce livre dans un instant. J'aimerais votre regard tout de même sur cette visite d'État aux États-Unis dont on a beaucoup parlé. La critique qui revient le plus souvent, c'est Emmanuel Macron revient sans rien, sans promesse. Il a fait beaucoup d'accolades chaleureuses avec Donald Trump et finalement tout cela pour cela. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon d'analyser un voyage présidentiel. D'abord, c'est normal qu'un président français aille en visite officielle, visite d'État aux États-Unis. Ça arrive une fois dans chaque mandat, chaque quinquennat ou avant septennat. On ne peut pas changer comme ça les positions d'un pays. Mais étant donné que Trump pose un problème particulier au monde entier, il y a très peu de pays qui sont d'accord avec ce qu'il fait. 2, 3, pas plus. Les autres sont quand même embarrassés, gênés ou carrément franchement hostiles. Étant donné que aucun dirigeant dans le monde n'arrive à nouer une relation avec Trump pour tenter de lui parler, de lui faire entendre certains arguments, le fait que le président français tente une approche par l'amitié, par les effusions, cette orchestration assez puissante, notamment par rapport à la classe politique, le Congrès, pourquoi pas ? Donc je trouve qu'il n'a pas du tout tort de tenter ça. Après, il faudrait être bien naïf pour croire que même avec le talent qu'a le président, il puisse faire changer le système américain. Il n'y a pas que Trump, il y a tout un État profond qui, notamment sur l'Iran, est complètement obsédé. À mon avis, se trompe totalement, mais les Américains, mais c'est leur position par rapport à ça. Donc il faut inscrire ça dans la durée. Et le président Macron ne va pas qu'aux États-Unis. Le mois prochain, il va en Russie. Enfin, il y a d'autres choses. Donc on ne peut pas lui reprocher maintenant d'avoir tenté. En plus, on ne sait pas exactement ce que Trump va décider le 12 mai. On pense qu'il va plutôt sortir de l'accord. Mais est-ce qu'il va sortir de l'accord en empêchant les autres co-signataires de l'appliquer quand même ? On n'est pas tout à fait sûr. Quelle sera la réponse des autres co-signataires ? Ce n'est pas que franco-américain, la question. Il y a la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine, la Russie, l'Iran, naturellement. Voilà, donc il faut, à mon avis, se garder de jugements précipités. Tout de même, sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron a parlé d'un nouvel accord à un moment donné. C'est une expression qui a été tellement mal perçue qu'elle a suscité des réactions jusqu'à Hassan Rouhani, jusqu'à Federica Mogherini. Est-ce qu'il y a eu une forme de maladresse ? Est-ce qu'il a parlé pour les autres, notamment pour ses partenaires ? C'est pas, je ne crois pas que c'est maladresse, c'est un test. C'est une façon de jouer au plus fin. Donc, Trump veut tout jeter. Macron dit nouvel accord. Donc, le nouvel accord, pourquoi pas ? Donc, c'est une façon de faire dire à Trump que peut-être un autre accord serait possible, alors qu'au départ, sa position, c'est pas d'accord du tout. Puisque les États-Unis, en fait, veulent casser l'Iran, se venger de la révolution qui avait mis par terre le Shah d'Iran. C'est ça le fond de la pensée américaine. Donc c'est une astuce pour faire entrer Trump dans une réflexion sur un autre accord. C'est un peu de la haute voltige. Parce que d'abord, on ne sait pas si les autres co-signataires seraient d'accord. L'Iran ne peut évidemment pas accepter. Parce que l'accord de renoncement à l'arme nucléaire, c'est le maximum de ce que les Iraniens ouverts et modernes pouvaient faire accepter aux autres. Le passe d'Aran, qui était absolument contre l'accord. Entre parenthèses, ça montre à quel point Obama était quand même incroyablement tenace, coriace et courageux en faisant passer cet accord. Donc on verra, il y a trop souvent des gens, parce qu'ils sont obligés de parler tous les jours ou d'écrire tous les jours, il y a trop de gens qui apportent des jugements précipités. Il faut voir des séquences, des ensembles. Et sur l'écologie, vous parlez dans ce livre de l'urgence écologique, justement. Emmanuel Macron revient finalement sans garantie de la part de Donald Trump. Il ne cherchait pas des garanties. Alors d'abord, moi j'en parle d'une façon pas du tout ni politicienne, ni court-termiste, ni diplomatique. Je dis que les évolutions en cours dans le monde sont très graves et aucune n'est automatiquement favorable aux Occidentaux. Donc il est temps de se réveiller, dont l'écologie, et pas que le climat. Absolument. Climat, biodiversité, etc. Bon, dans l'affaire du climat, quand Trump a décidé de sortir, il est sorti tout seul en quelque sorte. Le monde entier a dit on continue. Même beaucoup de gens aux États-Unis. Donc c'est même pas un sujet en fait. Et quand Macron dit un jour les États-Unis reviendront, j'en suis sûr aussi, peut-être après Trump. Mais entre-temps, des États comme la Californie, des villes, les entreprises, des fonds de pension continuent à appliquer l'accord, sans parler des scientifiques. Donc on peut être beaucoup plus confiant et optimiste sur la question climat. Biodiversité, ça reste encore à traiter. Sur l'Iran, c'est plus compliqué. Non pas parce que les États-Unis veulent sortir, après tout, ils sortent, mais parce qu'ils gardent ce pouvoir de
de nuisance et de prise en otage, qui est un pouvoir absolument scandaleux et qu'ils se sont arrogés depuis des décennies, en inventant des lois unilatérales et extraterritoriales pour punir, se venger en fait, de tous ceux qui continuent à travailler en dollars ailleurs dans le monde et qui ne respectent pas leurs lois. Ça ne devrait même pas exister. Bon, on est tellement habitués qu'on... Donc c'est plus compliqué dans l'affaire de l'Iran. Mais à mon avis, on n'est pas au bout du feuilleton, là. Vous titrez ce livre « Compte à rebours », ce qui met quand même une certaine pression. Compte à rebours au pluriel, je le précise effectivement, pour les téléspectateurs qui n'auraient pas encore découvert la couverture. Le temps nous est compté sur quoi ? Ça dépend des sujets, mais et puis je ne fais pas d'alarmisme comme ça, à la fin du monde est proche, je ne suis pas le prophète Philippidus. Bon. Non, mais le titre est... Mais quand même, oui, quand même, parce qu'il faut, je pense qu'il faut alarmer, sans paniquer, parce qu'il y a des réponses. Mais quand même, l'évolution démographique, dans 20 ou 30 ans, il y aura le même nombre d'Européens. Mais entre-temps, les Africains, les Asiatiques se seront développés dans des proportions absolument géantes. L'écologie est très liée à ça, parce que c'est dans une planète surpeuplée que, par exemple, la question de la déforestation, les fonds marins, les déchets, la biodiversité, c'est directement lié à la population. S'il y avait 1 milliard d'habitants, la question ne se poserait même pas. Donc c'est quand même très très lié. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Après, il y a le choc numérique. On ne sait pas s'il va être miraculeux ou catastrophique. Tout ça dans un grand désordre géopolitique, puisqu'il n'y a évidemment pas de communauté internationale, en tout cas pas encore. Donc, ce sur quoi je travaille là-dedans, dans le texte inédit, il y a des textes d'avant aussi, le long texte inédit, c'est le carambolage entre les crises. Et qu'est-ce qu'on fait ? Les réponses ne sont pas les mêmes, sujet par sujet, mais il y en a. Ce télescopage, vous voulez dire, de ces crises du moment. Oui, elles arrivent en même temps. Alors, c'est moins facile à gérer que si on était dans un monde paisible avec juste une question numérique ou une autre. Ça, il y a tout en même temps. Et donc c'est là où on en vient à la question, mais qui fait quoi ? Et comme on peut se servir de concepts creux du genre, je répète, la communauté internationale, l'Europe, on ne sait même pas de qui il s'agit. Bon, il faut trouver des réponses précises qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on regarde la démographie, a priori on se dit qu'on n'y peut pas grand-chose. Mais une grande partie de l'affaire se joue en Afrique. Et les dirigeants africains, notamment d'Afrique de l'Ouest, et qui ont affaire à des taux de natalité absolument considérables. Il y a énormément, dans le Sahel, de femmes qui ont 7, 8 enfants, etc. Ce qu'a évoqué Emmanuel Macron, d'ailleurs, lors de ses voyages en Afrique. Et ce qu'évoquent les dirigeants africains. Parce que des fois, on dit ça, on dit comment vous êtes paternaliste. C'est pas du tout du paternalisme. Les dirigeants africains, c'est leur problème numéro 1. Parce que dès que les filles et les jeunes femmes sont éduquées, beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, la transition démographique arrive, comme au Maghreb en fait. Donc on passe de 7-8 enfants à 2-3, très rapidement. Donc ça ne dépend pas de nous en fait, mais il ne faut au moins pas décourager les gouvernements qui sont en première ligne là-dessus, en Afrique ou dans d'autres pays. Si on prend l'écologie, la réponse ne va pas être la même, et la coalition des bonnes volontés ne sera pas la même, vous voyez. Vous appelez un Il y a plein de réponses, donc je ne veux pas que les gens croient qu'il n'y a aucune réponse à tout ça. Non, et il n'y a pas que ce titre stressant. Vous appelez tout de même un sursaut mental des Européens. Oui, parce que quand on regarde ce monde-là, chaotique ou semi-chaotique, et tous ces phénomènes le tic-tac là, qu'on entend sur tous les plans, on se dit, mais enfin, il faudrait quand même une Europe qui soit à la hauteur des enjeux et qui défende notre mode de vie, qui est quand même génial. Et elle ne l'est pas. Non, parce que, d'abord, il y a des anti-européens indécrottables qui ne veulent pas bouger, et les pro-européens, depuis des décennies, j'en fais partie, mais il y a plusieurs nuances dans les pro-européens. Pendant très très longtemps, ils ont pensé que la seule réponse était l'intégration européenne. Considérer qu'il fallait dépasser les identités nationales, faire une sorte de seul peuple européen, etc. etc. Or, les peuples renaclent par rapport à ça. Les peuples européens, ils ont envie de garder une certaine identité, une certaine souveraineté, avoir de la sécurité, ils ne sont pas monstrueux pour autant. Et les élites ont eu du mal, enfin n'ont pas réussi en fait, depuis, regardez Maastricht. Moi ça m'a frappé, j'étais secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand quand il y a eu le référendum. Toutes les autorités influentes, tous les gens qui avaient une dimension morale ou autre, étaient pour le oui. Le oui est passé avec 1,5 d'écart. Donc il y a toute une population qui a décroché depuis très longtemps. C'est le problème numéro 1. Donc il faut réussir à répondre à ça, mais sans vouloir absolument fusionner tous les peuples européens. Donc je ne crois pas que la réponse classique des pro-européens, c'est-à-dire l'intégration, dans la zone euro ou plus largement, soit la bonne réponse. Je ne suis pas contre, parce que je connais les choses, je sais très bien qu'il faut perfectionner le fonctionnement de l'euro. Mais ce n'est pas la réponse politique. La seule réponse politique en Europe, c'est de maîtriser les flux migratoires. Maîtriser, ça ne veut pas dire fermer, ça veut dire maîtriser. Vous dites un Schengen renforcé, mais aussi, vous parlez, que je ne me trompe pas, d'un droit d'asile sanctuarisé. Oui, si on veut sauver le droit d'asile, ce qui est fondamental, mais pour les gens vraiment en danger, vraiment, il faut montrer aux opinions européennes qu'on gère les flux économiques avec les pays de départ et de transit. Si on fait ça, on peut se retourner en disant, mais soyez plus généreux par rapport aux gens qui sont vraiment en danger.
Si on dit simplement soyez généreux, ils ont l'impression que c'est une gigantesque passoire. Dans toute l'Europe, ils vont mettre au pouvoir des gens qui vont foutre en l'air le droit d'asile. Et si les Européens sont plus à l'aise là-dessus, ils deviennent plus disponibles pour d'autres avancées, ils peuvent peser plus dans le monde sur les grands sujets dont je parle dans le livre. Et c'est-à-dire, tout est lié en fait. Compte à rebours, le titre est stressant, mais tout n'est pas stressant dedans. Merci beaucoup Hubert Le Védrine contenu ne l'est pas. d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien d'On va plus loin. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dans une dizaine de jours. Vous retrouverez Delphine Girard à ma place la semaine prochaine. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat. Et l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Frédéric Lefebvre, délégué national du parti Agir.